Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance que nous démarrons en parlant ce que pense l'Église catholique sur la politique au Burundi lors de la célébration de la messe de vendredi saint à l'église Monsignor de Gikungu devant de nombreux chrétiens parmi lesquels des députés, des ministres et des anciens chefs d'État. Père Hermès Tchoyitungie a donné des conseils à ces chrétiens en se basant sur les souffrances de Jésus-Christ sur la croix. Il a conseillé aux chrétiens de respecter la vie humaine et aux autorités de prêcher l'amour, surtout de dire la vérité partout où ils se trouvent. On l'écoute. Aujourd'hui, nous avons un grand regret à cause de la mort ignoble de notre Sauveur, mais je constate ici chez nous au Burundi que la mort ne dit plus rien. La mort ne nous enseigne plus rien aujourd'hui, puisque s'il était comme avant, il y aurait le respect de l'être humain. Nous sommes habitués d'entendre que la paix est totale au Burundi, ce qui fait qu'il est presque interdit de pleurer les morts. Ceux qui ont perdu les leurs se taisent pour ne pas compromettre ceux qui disent que la paix est garantie. Jésus-Christ te demande aujourd'hui pourquoi tu n'as pas peur de ces souffrances. Je suis persécuté et les autres s'en moquent éperdument en disant que la paix est totale au Burundi. Je meurs de faim et vous dites que la récolte a été bonne au Burundi. Je subis l'injustice et on dit que la justice fonctionne très bien au Burundi. Je suis mort à cause des pots de vin qu'on a donnés à Judas. Mais au Burundi, on nous dit qu'il y a une politique de tolérance zéro et que la corruption sera combattue avec la dernière énergie. Mais malheureusement, la pauvreté fait rage au Burundi. Le pire dans tout cela, ce sont ces moyens énormes qui sont utilisés pour éliminer les gens au lieu d'utiliser cet argent pour nourrir la population, pour les protéger. Mais ces derniers jours, on dirait que l'important est d'ôter la vie aux autres. Regardez comment ils ont libéré le voleur, l'assassin Balaba, et je suis mort pour lui et pour vous tous. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui subissent l'injustice sans avoir personne pour les rétablir dans leurs droits. Curieusement, leurs bourreaux sont remerciés et sont décorés parce qu'ils ont bien rempli la mission qui leur est assignée. Et après l'homélie du prêtre Hermès Tchoyitungie du sanctuaire marial de Monsignor Gikungu, lors de la messe de vendredi saint, des menaces et injures pèsent lourdement sur lui. À travers cette homélie, il a regretté que dans certains cas, on n'a plus le droit de pleurer pour un mort et que les discours des autorités nient qu'il y a des problèmes de sécurité et de famine. Ces menaces et injures sont proférées par les partisans du pouvoir en passant par les comptes des réseaux sociaux. Réveillons Vazikamwe pour plus de précisions. Ces menaces et injures visant ce prêtre de Monsignor Gikungu passent surtout sur les réseaux sociaux de Twitter et Facebook. Certains sont personnalisés, d'autres sont anonymes. Ils s'insurgent tous contre les propos à travers l'homélie de ce vendredi de Père Tchoyitungie Hermès. Parmi tous ces tweets, on peut parler sur celui de Jean de Dieu Mutabazi, président du parti Radebou, allié du CNDD-FDD. Selon lui, ce jeune prêtre s'est rebellé contre la convention de l'Église catholique et le ministère de l'Intérieur de séparer la politique et la religion. Il juge que les dénonciations du père Hermès sont ravageuses et gauches et que cela lui rappelle les propos de Monseigneur Simon Hamwana qui révoltait les Burundais de ne pas accepter d'être des esclaves à Baja. Un autre tweet est d'un certain François-Xavier Ndaruzaniye, lui aussi leader d'un ONG local, Ligue Iséré, proche du pouvoir de Bujumbura, qui s'adresse à ce prêtre. Lorsque Ahutu est rassasié, il oublie tout. Il s'enivre avec les dîmes des chrétiens. Il regrettera avoir trahi la majorité silencieuse qui donne la dîme, qui lui fait vivre, déjeuner, dîner, souper. Sur le compte Facebook d'un député de Changuzo, Angrebert Ngendabanga du CNDD-FDD,
Il accuse ce prêtre d'avoir trahi Pierre Nkurunziza et son gouvernement ainsi que l'Église catholique. Il s'est rebellé contre l'Église catholique dont il sert. Enfin, sur un Twitter anonyme nommé Trump Imbonerakure, qui aborde dans le sens de ces derniers, accuse ce prêtre d'être parmi les prêtres qui ont commis le génocide au Rwanda en 1994 et qui lui prêche le même génocide au Burundi en commençant par son homélie de vendredi saint à Monsieur Gikungu. Cependant, Chloitungi Hermès a été ordonné prêtre en 2011, ce qui laisse croire qu'il faisait encore le cycle inférieur du secondaire lors du génocide au Rwanda. De rumeurs de plans de son assassinat par les corps de sécurité dominaient l'actualité à Bujumbura. Toujours dans la page politique, la durée que la communauté de l'Afrique de l'Est avait accordée aux facilitateurs dans le conflit interbondé va bientôt toucher à sa fin sans qu'il donne un rapport sur le bilan plutôt de ses réalisations. Léonce Ngedakoumana, vice-président du parti Sawanya Frodebou, estime que le facilitateur n'a pas eu un appui nécessaire pour pouvoir accomplir sa tâche. Il espère que le sommet des chefs d'État qui va bientôt se tenir pour statuer sur la crise burundaise. On l'écoute. Ça serait très difficile à dire, dans la mesure où il ne reste qu'un mois. Même le sommet des chefs d'État de la région, qui devait se réunir vers fin février, deuxièmement au mois de mars, ensuite au mois d'avril, ce sommet n'a pas encore eu lieu, alors que ce sommet qui a mandaté le médiateur et le facilitateur a épaulé les Burundais pour négocier la paix, pour négocier la restauration de la confiance dans le pays, pour négocier la cohabitation pacifique des diverses composantes de la nation burundaise, dans leur diversité, dans leurs différences. Alors, comme ce sommet n'a pas encore eu lieu, ça veut dire que les propositions du facilitateur n'ont pas encore été actées. Le facilitateur avait besoin aussi d'un appui sur certaines questions qui constituent obstacle à ces négociations, notamment la question de mandat. Il y en a qui parlaient de troisième mandat, d'autres de quatrième mandat aujourd'hui, mais le principe de mandat dans ce pays. Deuxièmement, les partis qui doivent prendre part à ces négociations. Troisièmement, la problématique des élections dans ce pays. Alors, quand auront ces élections, pour certains, c'est avant 2020, pour d'autres, c'est en 2020. Il y en a même qui pensent que mais ça pourrait même être au-delà. Alors, ils voulaient l'appui des chefs d'État de la région pour amener les deux parties en conflit à accepter certains compromis pour évoluer rapidement vers les compromis et un accord. Alors, au stade où nous sommes, je ne crois pas qu'on puisse avoir un accord d'ici à un mois, mais c'est à cause de la mauvaise foi du pouvoir qui ne comprend pas l'urgence de mettre un terme aux souffrances du peuple burundais en faveur des postes qu'ils occupent aujourd'hui. Alors, je pense qu'il sera question certainement de trouver des compromis, un mécanisme de les rassurer en ce qui concerne ces postes pour permettre à ce que les questions qui concernent la vie des citoyens, les questions qui concernent la vie du pays soient également résolues. Ces questions, ce sont celles-là, ces massacres qu'on observe dans le pays, ces assassinats sélectifs, ces cas de torture, ces cas d'exécution extrajudiciaire, ces cas de disparition, ces cas d'exil forcé, ces cas d'isolement du pays, et ces cas de pauvreté, de chômage, d'économie qui se trouvent en dessous de zéro. Comprenez, il y a beaucoup de questions qui concernent la vie des citoyens du pays qui doivent être réglées. L'obstacle, ce sont ces postes occupés par ces gens-là. L'obstacle, ce sont ces mandats. On devra certainement trouver un cadre pour chercher des compromis afin d'avoir un accord. Probablement, on va décaler un peu. Ça sera décalé. Et avant de clore cette édition, l'immunité, ça m'a demandé par le facilitateur Benjamin William Mukapa pour les présumés putschistes du 13 mars 2015 et jugé pas nécessaire par le président de l'ONELOP Burundi. Joubert Beko Nzangwa affirme que l'octroi de cette immunité est une décision politique et le chef de l'État ne peut pas accorder cette faveur aux personnes qui n'ont pas encore été jugées. La justice devrait plutôt essayer de faire son travail rapidement pour savoir le plus tôt possible les coupables. Suivez Nzangwa Gilbert Beko. L'immunité provisoire des personnes qui sont accusées par la justice burundaise, en particulier les putschistes,
c'est normal que le facilitateur dans le dialogue inter-burundais puisse demander l'immunité à ces personnes. Parce que c'est son travail. Il doit absolument dire quelque chose, demander pour voir si ça peut marcher ou pas. Mais ce qui est important, c'est quoi? Il faut comprendre, l'immunité, c'est quoi? L'immunité est dans le domaine de la loi. Donc, c'est-à-dire que c'est un domaine du Parlement et non du président de la République. Et en plus, ce qui est très important, que vous devez savoir, c'est une décision politique. Ce n'est pas une décision de justice punitive. Et c'est vraiment compliqué. C'est très compliqué. Et c'est très compliqué parce que quand on parle de l'immunité provisoire, on entre directement dans la réconciliation. Alors, on va réconcilier entre qui et qui? On va réconcilier le gouvernement du Burundi qui a subi les chocs d'un coup d'État manqué, et les putschistes qui ont voulu renverser les institutions démocratiquement élues. Je ne pense pas que ça ira vraiment comme les gens le pensent. C'est-à-dire que ceux qui ont fait un coup d'État manqué, ils sont responsables de leurs actes. Ils doivent répondre devant la justice. Et après ça, peut-être, il y a moyen de faire la grâce présidentielle plus tard. Mais il n'y a pas de parti politique, par exemple, qui les réclament. Ils ont été envoyés par qui pour renverser le pouvoir en place? Qui réclament dans les négociations? Parce que l'immunité provisoire, normalement, interviennent après les négociations. Vous comprenez? Et non avant les négociations. L'immunité provisoire, je répète, intervient après les négociations. Et non avant les négociations. Alors, qui va alors réclamer l'immunité provisoire pour les putschistes? Parce que c'est un dialogue interburundais entre les parties prenantes. Est-ce que les putschistes sont des parties prenantes au dialogue interburundais? Je crois que cela ne va pas se faire, tout simplement. Ceux qui sont à l'extérieur peuvent être extradés et venir être jugés à Bujumbura. Et même ceux qui sont dans les prisons doivent couper les peines. À ce moment-là, on peut dire plus tard, le gouvernement en place peut dire, nous pouvons gracier peut-être ceux qui sont ici et qui ont été jugés, pas ceux qui n'ont pas encore eu, et ceux qui n'ont pas encore répondu à la justice. Cela ne peut pas se faire ni ici, ni à l'EAC, ni au Burundi, ni à l'EAC, ni à l'ONU. Ça ne se fait nulle part. Tout simplement, je pense qu'il faut encourager tout simplement la justice à faire son travail, juger ceux qui sont déjà en prison, les putschistes qui sont en prison, et juger aussi ceux qui sont accusés, qui sont à l'extérieur du pays, qui n'ont pas encore répondu à la justice, de venir ou d'être jugés même à un état à l'extérieur, et ça se fait. Et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine occasion.